écoutez 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Bonjour à tous et bienvenue dans 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Et pour m'accompagner à chaque émission, le docteur Romain Lasserre est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour Adrien. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur Spotify ainsi que sur notre chaîne YouTube. Sans plus attendre, nous accueillons aujourd'hui nos invités Fabien Ruest et Sylvie Stadelman de l'entreprise Mabi. Alors on vous présentera un peu plus tard dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour ce numéro, le débat du mois va concerner la thématique de la lutte contre les insectes du bois. 3D-vous, c'est votre podcast sur le milieu du pest control et ça commence maintenant. Vous écoutez 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Mais on va d'abord commencer avec l'actualité du mois. Romain, tout d'abord, il y a eu plusieurs villes, donc il y a eu Asnières-sur-Seine, Marseille ou encore Toulouse, qui ont été visées par des plaintes suite à une enquête de l'association Paris Animaux Zoopolis sur la gestion de la lutte contre les pigeons avec des méthodes qui sont jugées peu éthiques. Alors la gestion des pigeons en ville, on en a déjà plusieurs fois parlé, mais qu'en penses-tu Romain concrètement? C'est quoi la bonne gestion des pigeons en ville? Merci de me poser cette question qui est quand même assez délicate. Alors effectivement il y a deux manières de voir ces choses-là. Il y a la manière technique de voir la gestion des pigeons en ville et il y a la manière un petit peu sociologique et je dirais un peu sémantique autour de la gestion de ces pigeons. Déjà techniquement les pigeons, c'est pas leur présence qui dérange, hein. Moi j'ai ce discours également sur les rats, mais c'est pas la présence qui dérange, c'est la surdensité de pigeons. Et aujourd'hui le pigeon clairement il a un impact sur la santé publique parce qu'il dissémine des maladies, il dissémine ses fientes et potentiellement dans des zones dans lesquelles les gens habitent, eh bien c'est tout bêtement sale et donc il est également vecteur d'un certain nombre de pathogènes comme les salmonelles par exemple, mais aussi beaucoup d'autres maladies. Donc techniquement c'est la surdensité des pigeons qui pose des problèmes parce qu'il y a un impact sur la santé publique. Maintenant ces associations effectivement militent pour le fait qu'on arrête de piéger des pigeons, brandissant ici la capacité qu'on ait de mettre des pigeonniers pour pouvoir stériliser ces pigeons ou stériliser les œufs en tout cas. On a démontré par le passé que ça ne fonctionne pas et donc ces associations elles essaient de faire de l'émotion autour du piégeage des pigeons qui je le rappelle est un acte nécessaire dans les villes. Ça sert à rien de piéger des pigeons et d'aller les relâcher à 30 km, ils reviennent, on a fait l'expérience, ça ne fonctionne pas et donc les pigeonniers contraceptifs ça ne fonctionne pas non plus. Donc oui en ville si on souhaite éviter l'impact sur la santé publique du pigeon, il faut bel et bien piéger les pigeons. Maintenant, le côté éthique, on est bien d'accord qu'il faut le faire dignement vis-à-vis de l'animal. Donc c'est vrai qu'on voit un certain nombre de pratiques déviantes sur le piégeage. Je rappelle à tous les professionnels qu'il est nécessaire de respecter la réglementation du piégeage, notamment si on piège des pigeons sur les toits, de mettre de l'eau, de mettre de la nourriture, de couvrir le toit de la cage pour faire en sorte que si on passe pas quotidiennement, en fonction de sa fréquence de passage sur le terrain, eh bien l'animal puisse vivre normalement jusqu'à son contrôle, hein, puisqu'aujourd'hui les pigeons en milieu urbain font l'objet d'une euthanasie, notamment avec du CO2, de manière à ne pas souffrir et à pouvoir être éliminés. En tout cas, il faut absolument qu'on puisse soulager ces populations de pigeons en milieu urbain pour des questions de santé publique, c'est évident. Donc, mais quand il parle de plainte pour toi, donc c'est pas vraiment... Oui, bah, ces associations, c'est une manière de faire parler d'elles aussi, de dire qu'elles vont porter plainte. C'est un peu des associations qui sont anti-tout. Donc effectivement, c'est facile de dire que je porte plainte pour une question de dignité animale. Encore faut-il que les images qu'ils ont présentées à la presse soient des images qui étaient réellement tournées en France, hein, ce qui est rare, ce qui régulièrement n'est pas forcément le cas pour un certain nombre de ces associations-là. Moi, je préférais que ces associations, elles amènent des solutions plutôt que de pointer les problèmes du doigt. Moi, donc, dans ce cas, demain, on dit à ces associations-là qu'elles gèrent les pigeons en ville. 2 ans après, c'est la Bérésina, il faut reprendre le sujet. Donc, c'est facile de pointer un problème du doigt, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins médiatique que d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Autre actualité, on en parle beaucoup dans notre média, c'est la question des rats à Lyon. Le 19 janvier, lors du conseil municipal, cette question s'est d'ailleurs débattue avec la promesse d'action prochaine. Est-ce qu'on peut dire enfin ? En fait, cette question qui a été saisie au conseil municipal de la ville de Lyon fait suite à toutes mes déclarations dans la presse, notamment liées au fait qu'on avait une surdensité de rongeurs qu'on n'avait jamais connue jusque-là à Lyon, et c'est le cas. Alors, oui, enfin, cette question a été posée au cours du conseil municipal. Moi, ce n'est pas les questions qui m'intéressent, c'est quelles sont les réponses que le conseil municipal souhaite y adresser. Et là, en l'occurrence, on voit quand même pas grand-chose venir. On a d'une part des gens qui nous disent « bah non, il n'y a pas de problème de surdensité en ville », et quand d'autres élus nous disent « bah oui, il y en a un problème de surdensité de rats en ville », il n'y a aucune action qui est associée à ce constat. Donc en fait... moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément qu'on reconnaisse la situation, c'est qu'on apporte des solutions à cette situation-là. Et visiblement, on n'en est encore pas à cette étape-là, donc j'attends de voir.
On suivra l'affaire de très très près. C'est l'heure de ton billet d'humeur, Romain, et ça reste dans le thématique, puisque tu souhaites nous parler des rats en ville de manière générale. Tu as carte blanche pour 3 minutes. Merci. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a de grandes métropoles urbaines en France qui aujourd'hui laissent peu ou prou proliférer un peu proliférer les rongeurs en surface. Alors, on a l'habitude de se focaliser sur la problématique de la prolifération des rongeurs en surface, mais je crois que cette problématique, elle est double. J'arrête pas de le répéter dans les médias et sur tous les plateaux sur lesquels je suis invité, c'est de dire si ces rongeurs ils sont là, c'est parce qu'il y a une ressource alimentaire qui est abondante. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être une collectivité aujourd'hui, vouloir remédier au problème des rongeurs sans s'attaquer à la racine de ce problème des rongeurs que sont la disponibilité alimentaire en surface. Cette disponibilité alimentaire, elle vient de quoi ? Elle vient de deux choses. Elle vient des incivilités alimentaires, c'est-à-dire les gens qui jettent leurs poubelles à côté des poubelles. Et à partir du moment où on ne sanctionne pas ce type de comportement, on laisse une disponibilité alimentaire en surface. Et deuxième axe, c'est une mauvaise gestion des ordures ménagères qui, par exemple, sont sorties le soir et sont ramassées le lendemain matin dans des bacs à poubelles qui ne sont plus étanches. Alors, on laisse une disponibilité alimentaire au rongeur. Le rongeur, lui, ensuite, ça constitue sa niche alimentaire, sa niche écologique. Et donc, il va occuper sa niche écologique au maximum. Ça signifie qu'à partir du moment où il y a de la nourriture et des femelles, il va se reproduire jusqu'à arriver à, une occupation maximale du milieu. Et c'est ce qu'on voit dans les cas de surdensité en ville. Donc ça veut dire que oui, dans un premier temps, on peut être amené à se focaliser sur la régulation des rongeurs. Et je maintiens qu'il est nécessaire de réguler, y compris par voie chimique, mais aussi par piégeage, les rongeurs en surface en milieu urbain. Arrêtons de nous asséner les propos qui consistent à nous dire que les rongeurs sont utiles en ville parce qu'ils détruisent les poubelles qui sont dans les égouts. C'est pas vrai, dans les égouts il n'y a pas de poubelles, les égouts sont plus propres en grande partie que la surface. C'est-à-dire que ces rongeurs ils s'établissent en surface, il faut les réguler en surface, mais si on veut les réguler de manière stable et durable, il faut également s'attaquer au problème de la disponibilité alimentaire en surface. Et on a l'impression aujourd'hui qu'en France, on a un exécutif, y compris dans un certain nombre de communes qui sont plutôt bienveillantes à l'égard de ce qu'ils appellent la biodiversité en ville. Il ne faut surtout pas toucher aux animaux. On a la capacité d'observer aujourd'hui que ces municipalités, cet exécutif ne s'attaque ni à l'un ni à l'autre. On ne régule plus les rongeurs en surface pour des questions de bien-être animal, et on ne s'attaque pas à la problématique de la disponibilité alimentaire en surface. Donc on arrive à un résultat qui est l'autruche qui se met la tête dans le trou, on ne regarde plus le problème, on fait comme si le problème n'existait plus, au détriment même de la santé et de la qualité de l'environnement de ceux qui ont voté. Et je trouve que, en termes de respect du citoyen, on est quand même, à mon avis, à côté du sujet. Si vous souhaitez réagir à ce que tu viens de dire, Romain, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire sous notre vidéo. On arrive maintenant au débat de l'émission. Je rappelle nos invités Fabien et Sylvie de l'entreprise Mabi. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous laisse vous présenter. Alors, merci pour l'invitation, Romain, Zipes, très, très heureux d'être avec vous. Donc moi je suis Fabien Ruest, je suis technico-commercial chez Mabi d'environ à peu près 7 ans. Avant, j'ai un parcours de chantier, parce que j'étais sur le terrain pendant 25 ans, dans l'est de la France, où je traitais les charpentes contre les larves, les insectes à larves xylophages et le champignon mérule. D'accord, ouais, donc tu as toujours été dans le domaine du bois, quoi. Toujours été dans le domaine du bois, exactement. Et un petit peu dans la rénovation dans les dernières années avant d'arriver chez Mabi. D'accord, super. Et toi, Sylvie, du coup ? Alors moi, je suis Sylvie, je travaille au service commercial depuis bientôt une trentaine d'années, donc voilà. Et je travaille surtout en collaboration avec Fabien et Jérôme, les deux commerciaux qui sillonnent la France du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc tu connais cette problématique sur le bout des doigts. Presque. Justement, parlez-nous de votre entreprise qui a plus de 50 ans d'existence. Bah oui, l'entreprise Mabi, elle a été créée en 1967 par monsieur Bidot-Marc, qui a conçu, breveté et lancé sur le marché français le premier injecteur avec la soupape anti-retour pour le traitement des bois à cœur. L'entreprise se développe rapidement, se consacrant à la conception, la fabrication et la commercialisation d'une gamme de matériel spécialisé pour la protection des bâtiments. Ensuite sont arrivés de nouveaux modèles d'injecteurs, des pompes haute pression, des décapeurs pneumatiques. En 2003,
c'est monsieur Bidot Olivier qui a repris l'entreprise, Donc, son fils, ouais. avec un regard plus actuel, plus jeune et dynamique sur l'univers professionnel. L'entreprise se développe à l'export, l'Allemagne dans un premier temps, puis toute l'Europe et le grand export. Et les États-Unis aujourd'hui. Et ouais. puis maintenant, oui, le rêve de conquérir le marché américain. Monsieur Bidot et nos services export, ils travaillent activement. En 2020, on a lancé notre boutique en ligne, le Mabi Shop, et on propose ainsi à nos clients de les accompagner, de les assister sur la technicité du matériel, les bonnes pratiques, et tout cela grâce à nos experts Fabien et Jérôme qui sont sur le terrain. Ouais, il faut dire que Mabi aujourd'hui a vraiment une image très technique dans le marché. Vous êtes effectivement vu comme les leaders de la technique des traitements du bois. Vous êtes très spécialisé traitement du bois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt fiers aussi d'être en partenariat et de monter ce partenariat avec Mabi parce que c'est également ce que nous, on défend, notre image technique dans le secteur de la 3D. Donc on est aussi content d'avoir autour de nous des experts de chacun des secteurs. Ouais. Vous traitez donc le bois, il y a plusieurs insectes qui sont présents et justement quels sont ces insectes, ces nuisibles du bois? Essentiellement en France, on va trouver les insectes à larves xylophages, que sont dans les bois d'œuvre, c'est-à-dire les bois qui sont déjà posés en construction. Ça va être essentiellement le capricorne des maisons ou la vrillette, la petite vrillette. Après, il y a d'autres insectes à larves xylophages qui sont des ravageurs secondaires dès l'instant qu'il y a des désordres dans le bâtiment. Ça peut être de l'humidité excessive, des conditions qui sont anormales d'humidité, où là il va y avoir des insectes comme la grosse vrillette, d'autres insectes qui sont vraiment présents lorsqu'il y a déjà de l'humidité et même des champignons. Puis après on va avoir l'insecte xylophage qu'on trouvera plus dans le sud-ouest qui sont les termites. Et quels dégâts ça va causer concrètement au niveau du bois? Alors si on ne fait rien sur le capricorne par exemple, c'est des dégâts qui vont être à long terme, c'est-à-dire en plusieurs années, la charpente va s'affaisser, il va y avoir les structures mécaniques de la charpente qui vont commencer à s'affaiblir. Donc on le remarque généralement quand les toitures font des vagues, etc. C'est qu'il y a un petit souci dans la charpente. Après pour les termites, il faut vraiment prévenir, parce que c'est un vrai fléau. C'est-à-dire qu'il y a des stations de détection qui sont mises à l'extérieur, parce que bien souvent quand on s'en rend compte, il est des fois même déjà trop tard, parce que c'est vraiment ces termites souterrains qui viennent du sol et qui agissent un peu dans l'ombre, quoi, un peu comme la mérule d'ailleurs, le champignon mérule. C'est un problème à pas négliger, donc la présence de termites ou de... Non, il ne faut pas négliger. Donc il y a un système de prévention, faut prévenir. Donc il y a les stations de détection pour les termites. Pour les xylophages, les insectes à larves xylophages, ça va être de la prévention. Ça va être écouter les gens, c'est que les gens soient attentifs un petit peu à monter de temps en temps dans les combles, regarder ce qui se passe, et puis surtout régler les désordres qu'il peut y avoir dans le bâtiment, l'humidité excessive, etc., une maison bien ventilée. Tout ça sont des méthodes de prévention pour avoir un habitacle sain, quoi. Alors moi j'ai deux questions. Aujourd'hui on est clairement dans du développement durable, le tout béton c'est fini, on essaie de constituer les maisons, en tout cas les habitations, avec d'autres matériaux comme le bois, comme la paille. Et à l'heure d'un réchauffement climatique qui aujourd'hui est clair, je pense qu'effectivement on s'aperçoit que c'est favorable à toutes les espèces envahissantes. Qu'est-ce que tu penses de l'avènement de ces nouveaux matériaux et du développement de ces insectes du bois? Clairement l'environnement est favorable, tu vois évoluer comment cette dispersion de ces insectes-là? L'environnement est favorable dans le sens où il n'y a pas les matériaux qui sont traités préventivement à la pose. D'accord. Ouais. Il faut que ça soit quand même bien traité à la pose. Après, si c'est des matériaux qui ne sont pas traités, ne serait-ce déjà qu'à la pose, s'il y a un protocole qui n'est pas défini, correct par rapport au traitement déjà dans le bois qui va être mis en œuvre, oui, ça risque d'être problématique forcément. D'accord. Et comment bien protéger justement une maison en bois? Donc comment vous opérez en fait concrètement sur le terrain? Et quels sont les conseils qu'on peut donner effectivement à nos auditeurs? Comment préventivement tu peux protéger une maison versus finalement les insectes sont déjà installés, faut que je... Alors déjà on va parler d'humidité, donc c'est toujours faire attention qu'il n'y ait pas faire attention aux désordres qu'il peut y avoir dans une maison, une fuite dans une cave pour la mérule. Ça va être une
une toiture qui est mal entretenue, avec des fuites dans le grenier, qui sont sujets aussi à des champignons de surface, ou est sujet à des insectes à larves xylophages qui sont friands justement des champignons et de l'humidité. Ça va être aussi des choses toutes bêtes. Avant, on disait de ne pas stocker du bois de chauffage, par exemple, dans les combles. Ah oui, d'accord. Le bois de chauffage, il y a des insectes de bois frais déjà dedans. Ça peut être sujet aussi aux attaques. Donc il faut être aussi attentif lorsqu'on a une maison, à être attentif au bois ou même au bruit qu'on entend. Parce que les insectes à larves xylophages font du bruit. Les charpentes apparentes, le bois est vraiment... on aime bien le mettre en évidence dans une maison. Donc il faut être attentif à ne serait-ce qu'un peu de sueur qui tombe sur le plancher, un trou d'envol d'insectes qui n'était pas là auparavant. Enfin, il y a plein de choses à laquelle il faut faire attention. Et à ce moment-là, à faire intervenir un professionnel qui lui fera un bon diagnostic et qui fera le traitement nécessaire. D'accord. Et donc, pour rebondir, donc Mabi, vous distribuez du matériel pour ces professionnels qui vont intervenir en curatif pour traiter des bois à cœur, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc on a la bonne pompe qu'il faut pour le type de produit, parce qu'il y a plusieurs types de produits. Il y a du produit gel et liquide. Donc on apporte la pompe qu'il faut pour pouvoir injecter ces produits-là, d'une façon raisonnée aussi, parce que c'est des produits biocides, donc il faut faire attention. On préconise aussi les EPI pour ce type de traitement. Et aussi, dû à notre expérience terrain, Jérôme et moi, on apporte les conseils qu'il faut. Alors ce qui est bien avec EasyPest, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de vous, parce que vous êtes très technique aussi dans votre façon de gérer les problématiques des nuisibles. Donc nous, voilà, on n'est pas formateurs, Ouais, bien sûr. mais se rapprocher de vous et de personnes sérieuses comme vous permet de pouvoir former des gens, parce qu'on a beaucoup de demandes justement de personnes qui ne serait-ce veulent se lancer ou traitent déjà cette problématique des insectes à larves xylophages, et non pas des fois les applicateurs formés ou ne connaissent pas vraiment les normes, parce qu'il y a des normes à respecter. Ouais, je crois qu'on peut dire que effectivement ce partenariat avec Mabi, qui est maintenant en place, débouche sur le fait qu'on puisse faire du certibiocide ensemble, qui est une formation réglementaire, mais qu'on a mis également sur pied une formation qui s'appelle le Certibois, qui va permettre effectivement à tous les professionnels qui sont intéressés, qui puissent à la fois profiter des connaissances qu'on a des insectes du bois, mais aussi des connaissances terrain que vous avez, Mabi, pour pouvoir permettre aux professionnels non pas de voir qu'une partie théorique, mais aussi la partie pratique. Hein. Je pense que c'est important dans ton métier, dans votre métier. Exactement. Comme tu le dis, il y a des normes à respecter, ne serait-ce que dans le perçage, dans la méthode, les étapes, qui permettent de vraiment aboutir à un traitement efficace et d'augmenter la durabilité du bois. Donc, comme tu le dis, Romain, c'est très important que les personnes puissent être formées aussi bien théoriquement que pratiquement. Ouais, c'est ça, bien connaître les insectes, mais aussi bien connaître les méthodes d'application. Et puis, Exactement. quelque part, avoir du matos dans les mains, hein, on en passe toujours par là. Il y a le avant avoir fait une intervention, puis le après. Et effectivement, on apprend aussi par la pratique, quoi. Bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Sylvie, Fabien, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à tous les deux. Merci, et puis moi je suis ravi effectivement du partenariat que nous sommes en train de monter avec Mabi chez EasyPest pour pouvoir faire en sorte d'avoir des professionnels qui soient de vrais professionnels demain, Compétent. et effectivement que les gens puissent, grâce au label Certibois, reconnaître qu'ils sont face à un professionnel qui en est vraiment un. Romain, merci à toi. Merci Adrien. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de 3D Vous. En attendant, celui-ci est disponible sur Spotify et sur notre chaîne YouTube Influence Pest Control. Merci à tous et à très vite. Merci. Merci.